Pas de circonstances atténuantes pour Klaus Barbie. L'avocat général réclame la réclusion à perpétuité. Le mystère Gorgi, le numéro 2 officieux de l'ambassade d'Iran à Paris, qui est soupçonné d'être impliqué dans les attentats de l'automne, Wahid Gorgi serait toujours dans les locaux de son ambassade. Le compte qualifié pour les quarts de finale de Wimbledon, 3-7 pour se débarrasser de l'équatorien Gomez. Il rencontrera Ivan Lendl en quart de finale. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawke. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. La réclusion à perpétuité requise contre Klaus Barbie, c'était la conclusion logique et attendue du très long réquisitoire de l'avocat général Pierre Truche. Avec cette phrase, il n'y avait que les victimes qui avaient le droit à la parole pour accorder les circonstances atténuantes, moi pas. Paul Lefebvre, vous êtes à Lyon en direct, donc une première analyse de ce réquisitoire. Cet homme qu'on appelle Klaus Barbie, a conclu le procureur général Truche à l'issue d'un réquisitoire long et très détaillé. Cet homme n'a eu aucune pitié, il n'en mérite aucune. Peut-être les victimes auraient pu pardonner. Mais Barbie n'a pas eu le courage de demander pardon. Il s'est enfui devant leur regard et peut-être devant leurs souvenirs. Dans la salle d'assises, à ce moment, pas un bruit lorsque le procureur général réclame une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Bilan effrayant, dit-il, si l'on calcule au plus juste, et là la formule est lourde, Barbie est responsable directement, au vu de ce seul dossier, de 842 déportations et de 373 morts, dont 52 enfants. Un peu plus loin, cet homme tuait des dizaines d'enfants qui avaient le même âge que sa propre fille, qu'il aimait tant. Lui, seuls les victimes auraient pu pardonner. Vous, jury, vous avez à juger le crime contre l'humanité, c'est-à-dire le seuil véritable de l'inhumain. Bien sûr, ces réquisitions ne sont pas une surprise, mais elles ont été prononcées, requises officiellement devant, et pour la première fois devant une cour d'assises française. C'est, je crois, un symbole qui s'ajoute à tous ceux que ce procès va réunir pour l'histoire. Demain donc, Paul, j'imagine la parole est à la défense. Demain, première journée d'audience de la défense, en effet, qui va s'étaler sur 2 jours. Mercredi, donc, les 2 confrères de Jacques Vergès, l'Algérien Bouaïnita et le Congolais Mbamba. Et puis Jacques Vergès prendra la parole jeudi, puis il la reprendra vendredi matin avant que ne commence le délibéré, qui va durer un certain nombre d'heures. On pense tout de même avoir le verdict vers 20 h. On retrouve demain, Paul, de toute façon, pour revenir donc sur la journée. Merci, à demain. Mais où est donc Monsieur Gorgi? Souvenez-vous, il s'agit du porte-parole de l'ambassade d'Iran à Paris, soupçonné d'avoir eu pour le moins des contacts avec les poseurs de bombes de l'automne dernier dans la capitale. On le disait, parti vers d'autres cieux via Genève. Eh bien, certains policiers français sont persuadés qu'il est toujours dans son ambassade près du Trocadéro à Paris. Pour s'en convaincre, regardez ce reportage d'Hervé Brusini et Philippe Menu. Haute surveillance pour une ambassade. Des CRS, des policiers de la DST et même ceux du RAID, la brigade spécialisée dans la recherche et l'intervention. À 13h05, un employé de l'ambassade d'Iran est interpellé. C'est une vérification d'identité, la 4e de la journée. À n'en pas douter, un comité d'accueil attend de pied ferme le numéro 2 de cette ambassade, Wahid Gorgi. Pour certains, il serait ici même, cloîtré avec sa femme. Pour d'autres, il ne serait pas prêt de revenir, vu le déploiement de force. À son appartement de l'avenue de Suffren, les policiers de la DST avaient fait chou blanc il y a 3 semaines. Gorgi leur avait échappé in extremis. Le traducteur attitré de l'ambassade avait-il été prévenu? Des responsables français, on le sait, étaient en affaire avec le père de Wahid Gorgi, ancien médecin de l'ayatollah Khomeini. Ont-ils voulu préserver leurs intérêts en facilitant la disparition de Gorgi? D'ores et déjà, une enquête est lancée sur toutes ces questions. Au palais de justice, le juge Boulouk est impatient d'entendre le numéro 2 de l'ambassade d'Iran. Dans son cabinet, depuis 3 semaines, le nom de Gorgi a souvent été prononcé. Par qui? Par l'un de ces 4 hommes. Ils appartiennent tous au réseau des terroristes pro-Hezbollah impliqués dans les attentats de Paris en mars et septembre 86. Leur chef présumé avait été arrêté ici même, rue de la Voûte, en mars dernier. Avec 2 complices, il transportait plusieurs litres d'un explosif liquide dans un taxi. Ce chef, c'est Ali Fouad Salah. Salah et Gorgi étaient en relation, c'est ce qui ressort des déclarations recueillies par le juge Boulouk. Alors finalement, Wahid Gorgi est-il bien là ou pas? À cette question, les hommes de la DST répondent oui, absolument. Wahid Gorgi se cache ici même depuis 27 jours. Il n'a fait aucun aller-retour via Genève ou Téhéran. À présent, poursuivent les enquêteurs de la DST
Entre lui et nous, c'est une simple affaire de patience. Soit. Un signe pourtant est venu de Téhéran il y a quelques heures à peine. Une sorte de premier message, de première réponse. Le même dispositif d'encerclement vient d'être adopté par les autorités iraniennes autour de l'ambassade de France à Téhéran. Une affaire qui nous rappelle en tout cas, s'il était besoin, qu'il y eut des attentats à Paris. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées à l'époque, plus ou moins grièvement. Certaines sont encore sous le choc. C'est pour elles que vient de s'ouvrir une consultation spécialisée à l'hôpital Saint-Antoine. Lucie Soboul nous explique l'intérêt de ce nouveau service à Paris. 22 avril 82, rue Marbeuf, le choc de l'explosion. Un attentat à la voiture piégée. Bilan, un mort et 63 blessés, dont plusieurs gravement atteints. Sur le coup, pour les victimes, les blessures sont d'abord physiques. De la pliure de la jambe, c'est-à-dire que tout est arraché, il ne restait plus que le nerf et l'os. C'est plus tard, quelques semaines ou même quelques mois après l'attentat, que peuvent apparaître des troubles psychologiques. Dépression, angoisse, cauchemar, un grand nombre de victimes d'attentats traversent ces difficultés. J'étais obligée de m'arrêter de travailler. Je me suis arrêtée une quinzaine de jours au mois de novembre, avec des tranquillisants et du sommeil pendant 15 jours. Quand le moral des victimes est ainsi ébranlé, il faut intervenir le plus vite possible. C'est l'objectif de la consultation créée à l'hôpital Saint-Antoine. Nous souhaitons avoir une action de prévention, car plus les personnes sont prises tôt, après un traumatisme psychologique important, moins ils vont présenter de troubles secondairement. Alors il semble que les médicaments agissent peu dans de tels troubles et que finalement c'est essentiellement des entretiens psychologiques, des entretiens psychothérapiques, pendant lesquels le patient va exprimer à sa manière, si possible avec émotion, le vécu douloureux, les angoisses, la façon dont il a ressenti le traumatisme. Depuis 10 ans, les attentats ont tué près de 30 personnes en région parisienne. C'est par centaines que l'on compte les blessés. Pour la seule année 86, 10 attentats à Paris, le bilan, plus de 230 blessés. Aujourd'hui, plus de 600 personnes, comme ce jeune livreur, doivent réapprendre à vivre normalement. Tous ont été victimes des attentats de ces 10 dernières années. L'Europe au rythme des sommets avec une 36e rencontre agitée pour les chefs d'État et de gouvernement. À l'origine, un affrontement franco-allemand autour de l'agriculture. Avec quand même un début de solution ce soir, mais tout n'est pas joué pour autant. Nous en parlerons dans un instant. Auparavant, pour savoir de quoi l'on parle, voici avec Jean-Pierre Métivel les grands dossiers agricoles qui posent problème. Deux idées difficiles à faire passer auprès des ministres. Difficulté supplémentaire, le problème des montants compensatoires, qui ressuscite après chaque réajustement monétaire. Une dévaluation, celle du franc par exemple, est une entorse à la règle du prix unique, car elle diminue les prix français et favorise nos exportations. C'est alors qu'entrent en jeu les montants compensatoires monétaires. Ils taxent nos exportations agricoles et subventionnent les importations de produits étrangers. On revient ainsi au prix unique. Depuis 6 mois, les ministres français et allemands de l'agriculture s'affrontent sur ces MCM. La France demande leur démantèlement. Il entraînerait une hausse de 1,7% des prix agricoles en France et une baisse des prix allemands de 2,5%. L'autre pomme de discorde, la taxe sur les huiles végétales. Concrètement, pour le consommateur, une taxe de 2,20 francs sur chaque litre d'huile. La France est pour, cela rapporterait 14 milliards de recettes pour les exportations européennes. Les Allemands sont contre. Ils craignent une nouvelle guerre commerciale avec les États-Unis qui pénaliserait leur industrie. L'affrontement se faisait donc entre la France et l'Allemagne, une épauge de solutions aujourd'hui, je vous le disais, après un accord franco-allemand sur ces fameux MCM, les montants compensatoires monétaires. Mais encore faut-il que les 10 autres Européens trouvent leur compte à cet accord. Sur place, voici Philippe Sassier, notre envoyé spécial. 9h moins le quart ce matin, le chancelier allemand Helmut Kohl arrive à l'ambassade de France à Bruxelles pour un tête-à-tête avec le président Mitterrand. Une rencontre qui est un maillon important dans le processus des discussions franco-allemandes entamées depuis hier. Une entente Paris-Bonn peut sauver le sommet. 9h30, Helmut Kohl quitte François Mitterrand. Il va dans quelques instants rencontrer Jacques Chirac en présence des ministres de l'Agriculture français et allemands. En tout début d'après-midi, les journalistes apprenaient qu'il y avait un accord entre Paris et Bonn sur le démantèlement des montants compensatoires allemands. C'est le résultat des multiples rencontres entre les représentants des deux pays. Tout le monde va déjeuner, mais sur place,
15 h, la séance de travail reprend. En fait, elle n'a jamais cessé. L'accord est un petit pas vers une solution, mais il signifie aussi que le mécanisme qu'il met en place va coûter davantage d'argent au budget communautaire. Du coup, c'est la Commission européenne et la Grande-Bretagne qui expriment leur réticence. Et alors que les ministres de l'Agriculture européens préparent leur réunion, chefs d'État et de gouvernement poursuivent leurs discussions. Il y a quelques instants, on a appris que les 12 s'étaient finalement mis d'accord sur le démantèlement des montants compensatoires allemands avec quelques modifications par rapport au schéma initial. C'est un accord qui est salué comme une victoire dans le camp français et qui devrait en principe permettre à ce Conseil de se terminer sur des décisions positives. Mais les 12 ont repris leur discussion. Ils parlent actuellement de la taxe sur les huiles végétales. À Athènes, l'Europe avait nagé dans le lait. À Dublin, elle avait barboté dans le vin. À Bruxelles, pour le moment, eh bien, elle patine dans l'huile. Voilà, et avant tout cela, eh bien, je peux vous dire que les ministres européens de l'agriculture se retrouveront ce soir aux environs de 22 h à Bruxelles. Et puis demain, c'est M. Wilfried Martens, le Premier ministre belge, qui assure aussi la présidence de ce sommet. C'est M. Martens qui sera l'invité de Gérard Morin pour les 4 vérités. C'est à 7h45 précise demain matin. L'une des grandes figures de l'indépendantisme corse fait en quelque sorte amende honorable. Edmond Simeoni, celui-là même qui avait dirigé le commando d'Aléria il y a quelques années, appelle maintenant ses compagnons à la paix civile. Il l'a fait avec beaucoup d'émotion et de recul aujourd'hui au cours d'une conférence de presse qui ressemblait un peu à un acte de contrition. Laurent Boussier. En effet, il y a bientôt 20 ans, je n'aurais pas dû avec mes camarades, mais ici je ne peux parler qu'en mon nom, occuper des bâtiments publics, barrer des routes, m'insurger, m'affronter 50 fois et plus avec les forces de l'ordre. J'aurais toujours dû garder en parole et en acte le sens de la mesure. J'aurais dû être plus tolérant et moins partisan. Je n'aurais pas dû occuper la cave d'Aléria en 75 où sont morts 2 hommes jeunes et où un autre, un de mes amis, un de mes frères a été gravement blessé. Edmond Simeoni faisant son autocritique, Edmond Simeoni suppliant le FLNC de faire une trêve des attentats pour voir si le dialogue est possible. On est loin de ce mois d'août 1975 où à la tête d'un commando autonomiste, Edmond Simeoni occupait une cave vinicole à Aléria. Une occupation qui s'achevait par de violents affrontements avec les forces de l'ordre, 2 gendarmes tués, un autonomiste, 2 CRS grièvement blessés. Arrêté, emprisonné, condamné à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis par la Cour de sûreté de l'État, Edmond Simeoni est libéré en janvier 1977. Mais en Corse, les attentats continuent et se multiplient, tous revendiqués par le FLNC. Petit à petit, celui qui avait été le théoricien historique de l'autonomie corse prend ses distances avec la lutte armée jusqu'à laisser sa place à la tête de l'UPC, l'Union de Peuple Corse, à son frère Max. Max Simeoni qui il y a quelques jours dialoguait devant les caméras de télévision avec un des défenseurs de la démocratie en Corse, le docteur Jean-Paul Lafay, juste avant qu'il ne soit assassiné. Un meurtre qui a dû peser lourd sur les propos d'Edmond Simeoni qui après 3 ans de silence est apparu hier soir à Bastia comme un homme refusant la violence et cherchant le dialogue et la paix. Alors pour ma part, mais peut-être suis-je un incorrigible optimiste, cette terre aura droit à être reconnu. La politique, c'est aussi François Mitterrand qui a signé aujourd'hui le décret convoquant le Parlement en session extraordinaire. C'était dans l'ordre des choses et cette session devrait durer pendant une dizaine de jours, histoire de terminer l'examen des dossiers qui sont en cours. À l'étranger, nos regards se tournent ce soir encore vers le Liban, où les incidents se multiplient entre soldats syriens et factions pro-iraniennes, ceux que l'on appelle le Hezbollah. On dit même que les Syriens voudraient maintenant régler au plus vite le problème des otages. Patricia Coste pour le commentaire. Beyrouth, photographiée par le satellite français Spot. Un cliché inédit des dédales d'une capitale qui piège chacun de ses occupants. Les Syriens, dont le quartier général est ici, sont arrivés en sauveurs en février dernier. Ils ont pris le contrôle de Beyrouth-Ouest, installé des hommes à eux dans les points stratégiques, fait la chasse aux barbus du Parti de Dieu. Bilan, 4 mois après, des visages tendus, des militaires sur le qui-vive. Il y a eu 145 attentats contre les positions syriennes depuis leur entrée dans la ville. Une partie de ces attaques pourrait provenir de la banlieue sud de Beyrouth, bastion des Libanais pro-iraniens, dans les rues desquelles flotte le drapeau de l'imam Khomeini. Les Syriens n'ont pas investi cette zone, ils ne la contrôlent pas, officiellement parce que l'ordre y régnerait. En fait, les Syriens ne veulent pas se heurter pour le moment avec les alliés de l'Iran,
Et puis c'est dans cette zone que pourraient se trouver certains des otages, dont la vie risquerait d'être mise en danger en cas d'entrée en force des Syriens dans le bastion intégriste. Mais avec l'enlèvement du journaliste américain Charles Glass, dernier défi en date, les Syriens ont décidé de resserrer leur étreinte sur les pro-iraniens. Pas encore à Beyrouth, mais à Baalbek, berceau des fous de Dieu libanais, épaulés par les gardiens de la révolution venus de Téhéran. Ceux-ci se voient aujourd'hui interdits de port d'armes. Leurs voitures sont fouillées. Plus grave, ils n'auraient plus l'autorisation d'emprunter les routes militaires qui relient le Liban à la Syrie. Ces mesures restent cependant limitées. La Syrie ne veut pas pour l'instant remettre en cause son alliance politique et économique avec l'Iran, mais la situation entre les deux alliés évolue dangereusement sur le terrain libanais. Un laboratoire destiné à la transformation de la morphine base en héroïne découvert et démantelé ce week-end en Corse. 4 personnes ont été arrêtées. Il semble bien que ce coup de filet ait été rendu possible par l'arrestation aux États-Unis d'un chimiste. Le résultat en tout cas de la collaboration des polices françaises et américaines. Pascal Stelletta pour le commentaire. Pour la première fois depuis le démantèlement de la French Connection à Marseille, les policiers du SRPJ d'Ajaccio ont saisi tout un matériel de transformation de la morphine base en héroïne. Un laboratoire qui n'a jamais servi, il manquait encore aux trafiquants le principal, la matière première à transformer. Depuis la Belgique jusqu'à Ajaccio, c'est tout un réseau international de l'héroïne qui a été ainsi démantelé. À sa tête, 2 Corses, Antoine Andréani et Jean-Thomas Hollandini, déjà impliqués dans un trafic de cannabis. Aboutir dans l'immédiat, cela faisait 1 an qu'ils cherchaient vainement cette morphine base. Il faut dire que les temps ont changé. La filière française de l'héroïne, je crois, elle est bien morte. Le chimiste présumé du laboratoire a lui aussi été arrêté aux États-Unis. Il s'agit d'Abraham Layani. Les autorités françaises pourraient très prochainement demander son extradition. Une jolie prise aussi en Calabre, dans le sud de l'Italie. Il ne s'agit pas de drogue cette fois, mais de grand banditisme à travers la mafia. 18 membres de cette mafia calabraise ont été arrêtés aujourd'hui par les carabiniers. Une prise importante dans la lutte que l'État italien mène actuellement contre la Cosa Nostra. Le Midi Libre, toujours absent des kiosques, voici 13 jours que ce quotidien méridional ne paraît pas en raison d'une grève des ouvriers du livre. Les négociations sont bloquées entre direction et grévistes et depuis une semaine, une mini-édition du journal est fabriquée à l'extérieur. Sur cette situation et sur les risques qui pèsent maintenant sur le titre, voici l'enquête de Gilles Rabine et de Frédéric Pasquet. 12 jours de grève totale, faute d'un accord sur 2 points tout à fait secondaires portant sur l'organisation du travail des ouvriers du livre. Syndicats et direction le constatent en même temps, cette grève très catégorielle au départ a complètement dérapé. C'était dévié, parce que nous sommes partis sur 2 points principaux, c'est-à-dire l'humanisation des contrats remplaçants et la prime d'ancienneté. Les vrais enjeux, c'est l'extension du système d'informatisation. Nous ne sommes pas contre, mais il faut prendre en compte les ouvriers du livre dans cette modernisation. Nous sommes partie prenante pour la modernisation. Comprenez, les ouvriers du livre ne veulent pas devenir les victimes désignées de l'ordinateur. L'ordinateur qui effectue déjà, dans les journaux modernes, une partie du travail des typographes. L'impression qui domine à la rédaction, c'est que l'échiquier est à Montpellier et les joueurs sont à Paris. À savoir que sur le problème de Midi Libre seul, s'affronte la Fédération de la presse, dont, il faut le rappeler, Maurice Bujon est le président honoraire, et la Fédération du Livre, CGT. Il est possible que le conflit qui se développe à l'heure actuelle à Midi Libre puisse faire, nous le craignons, jurisprudence. C'est parce que le Midi Libre est l'un des journaux les plus modernes de France que ce conflit est en passe de devenir exemplaire et que le directeur général reçoit le soutien moral et peut-être financier de l'ensemble des patrons de presse. Nous avons voulu mettre à plat l'organisation interne du journal et ça nécessite de longs discours, de longues négociations. C'est-à-dire que vous avez voulu crever l'abcès? Peut-être. Est-ce qu'il y a une volonté de la direction du Midi Libre d'aller jusqu'au bout? Tout à fait. Henri Lecomte en quart de finale à Wimbledon. Si j'étais chauvin, je dirais que c'est l'information importante de cette journée tennistique, mais pour être équitable, il faut dire que Lendl s'est aussi qualifié. C'est d'ailleurs lui qui rencontrera Lecomte. À noter que Steffi Graf retrouvera l'Argentine Gabriela Sabatini pour les quarts de finale dames. Mais tout de suite en image, la rencontre qui opposait Lecomte à Gomez et la défaite de Forget face à Pat Cash. Patrick Naff. Pas de miracle pour Guy Forget face à Pat Cash, la coqueluche de Wimbledon. 4 doubles fautes pour le Français, un service en or pour l'Australien.
Le comte numéro 13, où il avait battu Noah puis Anacone, ne lui a pas cette fois porté chance. Une défaite sans appel, 6-2, 6-3, 6-4. J'ai beaucoup moins bien servi. Je pense peut-être d'une part un petit peu de la fatigue de mes matchs précédents, parce que des matchs en 5-7, je veux dire 2 jours de suite, c'est long. Puis aussi d'autre part, j'ai eu affaire, je pense, à un très bon adversaire aujourd'hui. Et le fait qu'il soit sur tous mes retours et qu'il retourne mon service facilement m'a obligé à prendre plus de risques donc, et à faire plus d'erreurs. Le comte, lui, a fait beaucoup mieux que Forget, cela vaut bien quelques mimiques. Sa cible, l'équatorien Gomez, très fort sur terre battue, beaucoup moins sur ce gazon qui a si bien réussi à Lecomte, quart de finaliste en 85, demi-finaliste l'an dernier. Un service retrouvé et des enchaînements parfaits. Il ne lui manquait qu'un peu d'entraînement, résultat de premiers sets très disputés, remportés par Lecomte, 7-5, 7-5. Même schéma dans la dernière manche, Lecomte achève son adversaire sur un lob superbe. Complètement déstabilisé, Gomez offre la victoire aux Français sur une double faute. Prochain adversaire de Henri Lecomte en quart de finale, Ivan Lendl. Vous savez que tout autour, il y a beaucoup de gens qui pensent que vous pouvez gagner. Ben moi, je le pense. Le principal, c'est de se dire, c'est sûr que quand Becker a perdu, moi, je disais le seul à pas avoir peur de Becker, mais bon, tout le monde était un petit peu en train de se dire Becker va gagner une 3e fois, et puis il a perdu. Bon, c'est dommage parce que c'est pas dans ma moitié de tableau, mais c'est dans l'autre. Maintenant, il est vrai que j'ai peut-être un petit avantage sur Lendl ici, mais bon, il faut gagner le match, et là je suis en quart, et maintenant il faut gagner l'autre match, et on verra, si j'arrive en finale, on verra pour gagner. Encore une fois, vous allez passer votre anniversaire en Angleterre. Eh ben oui, ça j'aime bien, de toute façon j'aime bien le fêter ici, sur le gazon, je le refêterai, c'est cool. Le Christ est mort, puis il est ressuscité. Cela se passait il y a environ 2000 ans, mais ce qu'on sait moins, c'est que tout a recommencé il y a à peine 40 ans. Il y a d'ailleurs un témoin de ce nouveau miracle, c'est le peintre Georges Roner, un homme très crédible puisqu'il est à l'Académie. Il nous apporte l'épreuve tout à la fois de cette résurrection et de son talent au musée des Beaux-Arts de Quimper. C'est une parabole que nous devons bien sûr à Pierre Champetier. Quand le Christ rentra à la maison, Georges Roner l'accrocha dans le vestibule. Le visiteur qui pousse la porte reçoit un choc. Ce Christ fit sa première apparition en Allemagne pendant la guerre, là où on avait besoin de lui, dans un camp de prisonniers, le Stalag 12D. Un des aumôniers, l'abbé Leroy, avait à sa disposition la chambre d'un baraquement. C'est une chambre comme toutes les chambres de caserne, puisque c'était d'anciennes casernes transformées en camp de prisonniers. Voulait créer une atmosphère de recueillement qui n'existait évidemment pas à ce moment-là. Alors il m'avait demandé si je pourrais lui exécuter, lui peindre le pain et le vin quotidien. Il voulait s'en servir pour essayer de camoufler l'armoire qu'on lui avait donnée pour ranger les objets du culte. C'était une armoire de caserne aussi avec une petite porte, une grande porte. Et je lui avais dit, c'est facile comme tout, je vais mettre de la toile, c'était de la toile de tente, puisqu'on avait que ça sous la main. Sur chacune des portes, il y en avait une étroite sur laquelle j'ai situé le Christ, et en face, un peu plus large, les 2 prisonniers avec le quart et la boule de pain. Le Christ est resté au camp et moi je rentrais en France dans le courant de 1942. J'étais réformé et j'étais rapatrié pour raison de santé. Et le Christ est resté là-bas? Le Christ est resté là-bas. Je n'en ai plus de nouvelles jusqu'au jour où il est revenu. Mais alors il est revenu dans quelles conditions? Eh bien, c'est un prisonnier au moment de la Grande Libération de 1945, des camps, qu'il avait ramené, puisque c'était sur toile de tente, qu'il avait plié vraisemblablement dans sa musette et qu'il a déposé un matin à Paris à 8 heures, ou même plus tôt, dans le bureau de l'abbé Rodin, qu'il a trouvé sur son bureau en arrivant, ne sachant pas qu'il avait rapporté. On n'a jamais retrouvé l'autre partie du tableau? Non, les 2 prisonniers, alors ça a dû être pris ça a été très très bombardé, le camp de la région de Trèves. Et comme les prisonniers étaient restés sur leur armoire, je pense qu'ils ont dû passer dans les décombres. Simples mortels, les 2 prisonniers pouvaient périr, mais pas le Dieu qui avait partagé leurs épreuves. Le Christ de Georges Roner se retrouve seul, décanté de toute présence humaine. Il n'en est que plus impressionnant.
Voilà, c'est un Christ à voir au musée des Beaux-Arts de Quimper jusqu'au mois de septembre, jusqu'à la fin de l'été. Nous sommes le 30 juin, demain c'est le 1er juillet, donc le premier jour des vacances en principe. Et oui, beaucoup de gens vont changer d'air. Nous aussi, on va changer d'air, surtout dans l'atmosphère. On va passer de cette atmosphère un petit peu moite et étouffante à une atmosphère plus fraîche après le passage d'une perturbation. Alors, je n'ai pas d'image satellite à vous montrer ce soir. On va tout de suite regarder la carte du temps prévue pour demain, avec une perturbation qui va donc traverser le pays d'ouest en est dès cette nuit et que l'on retrouvera demain à la mi-journée sur les Pyrénées, le Massif central, sur la Franche-Comté et l'Alsace, qui donnera des précipitations et des orages. À l'avant, le ciel va commencer à se voiler sur le pourtour méditerranéen. Et puis à l'arrière, on retrouvera de belles éclaircies, surtout en fin de journée sur la Bretagne. Les températures prévues pour demain, elles fraîchissent un petit peu sur la façade atlantique. Elles s'échelonnent entre 18 et 29 degrés sur la moitié nord et de 23 à 32 degrés sur la moitié sud. Il fera encore très chaud sur le pourtour méditerranéen. Il fera plus frais à Paris quand même apparemment. Il fera un petit peu plus frais à Paris, on va perdre 4 ou 5 degrés. Voilà, demain nous serons le mercredi 1er juillet. Il y aura 1 minute de soleil en moins. Le soleil se lèvera à 5h53, se couchera à 21h56 et nous fêterons les Thierry. Bien, merci pour ces nouvelles. Dernier journal, ce sera avec Philippe Gassot aux environs de 23h45. Demain, 6h45, Télématin, vos premiers rendez-vous avec l'information. Bonsoir, à demain, 20h.